Bonjour. Je voudrais parler de la domination linguistique de la langue française en Europe, qui est assez incroyable quand on y pense. Et je regrette que les Français n'en soient pas conscients. Par hasard, enfin, par un petit sondage que j'ai fait hier sur la littérature consacrée à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale en langue allemande, à l'époque, un tout petit sondage qui montre que le nombre de mots français utilisés par l'occupant, d'une manière générale dans ces documents de fonctionnement, est hallucinant. Alors déjà, le mot nazi est une abréviation de national, Partei, parti, Polizei, enfin n'en passons, la Gestapo, c'est quand même la Polizei. La Kommandantur, et puis des expressions au niveau, le soldat, le général, la division, la discipline, l'armée, dit armée. Un truc qui m'a beaucoup intéressé, j'ai vu hier le film de John Huston sur une équipe de football là, qui devait terminer au stade de Colombes, en opposant les Allemands aux Alliés. Et comment ils sont désignés, les Alliés, par dit Alliierten, A2LIERTEN. Donc vous vous rendez compte à quel point cette langue allemande est truffée de mots français. Et là, je donne simplement quelques exemples, n'est-ce pas? Le mot discipline, n'est-ce pas? Le mot division, le mot officier. Voilà, tout ça, ce sont des mots. Infanterie, troupe, groupe. N'est-ce pas? On pourrait multiplier à l'infini ce petit jeu. Régiment. Et on a le même phénomène, évidemment, concernant l'occupation anglaise de la France aujourd'hui, puisqu'on parle parfois d'une domination anglo-saxonne, alors qu'en fin de compte, il y a un nombre colossal de mots français qui sont utilisés par les anglo-saxons, et depuis des siècles. Bon, donc, si vous voulez, nous avons là deux grandes nations, l'Angleterre et l'Allemagne, sans parler bien entendu de l'Autriche, de l'Écosse, de l'Irlande, etc., et des États-Unis, qui ont une dette colossale envers la France. Et une dette qui, tout en étant ancienne, n'en perdure pas moins encore de nos jours, en 2016, et qui devra, tôt ou tard, être monétisée, je dirais très franchement. En tout cas, la France est le grand vainqueur de l'Europe, sur le plan culturel. Je crois que les éléments linguistiques le montrent de façon évidente, et je crois qu'Hitler avait essayé de défranciser la langue allemande, enfin on voit bien que c'était tout à fait dérisoire. Alors on peut toujours dire que le français a créé un outil linguistique qui dépasse la France. Pourquoi pas? Ça ne me gêne pas, n'est-ce pas? De même que on peut très bien acheter du pétrole au Moyen-Orient et en faire ce qu'on veut. Mais enfin, c'est pas aussi simple que cela. D'autant plus que le pétrole, c'est un sous-sol qui n'est pas lié à la culture des pays qui le vendent, alors que la langue, c'est quand même quelque chose qui est lié à notre culture française, qu'on le veuille ou non. Et donc, il y a là quelque chose de marquant qui me montre à quel point la dimension impériale de la France est importante et significative, et que le destin de la France est fondamentalement impérial, au sens où il est capable de rassembler, de regrouper des entités très différentes, puisque finalement le paradoxe c'est que les Allemands et les Anglais partagent en gros cette même langue française. Donc c'est un peu comme les chiffres arabes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est universel. La langue française, non pas en tant que langue au sens de je parle le français, mais
les mots français, les milliers de mots français, sont devenus une sorte d'espéranto de la civilisation mondiale. Bon, et ça ne sera jamais oublié, mais il serait quand même bon de le rappeler fortement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui joue encore aujourd'hui. Notre société française aujourd'hui est une société qui a un passé impérial majeur. Et les questions de l'immigration, notamment, que ce soit du Tonkin ou du Maghreb, elle est marquée par la colonisation. Et cette colonisation, il faut l'assumer complètement. Le français a colonisé de facto, par fascination, par politique de conquête, peu importe. Il a colonisé tous les pays de langue slave et germanique, depuis l'Angleterre jusqu'à la Russie, en passant par la Turquie, qui également a été très marquée par la langue française. Par exemple, le judo espagnol de Turquie est très marqué par la langue française, à cause des écoles de l'Alliance israélite universelle, etc., de l'ENIO, peut-être. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire qui couvre non seulement l'Europe, mais qui couvre aussi le sud du bassin méditerranéen, qui couvre les pays du Maghreb, depuis le Maroc, la Tunisie, la, parce que là encore, on va nous dire, mais les gens parlent arabe. Oui, mais ils parlent un arabe très francisé, tout comme l'hébreu aujourd'hui est un hébreu très francisé également, même s'il est passé par le biais de la Russie ou de l'Angleterre. Mais le nombre de mots qui viennent du français, directement ou indirectement, est considérable en hébreu. On n'a qu'à écouter les gens parler à la radio, à la télévision, et il n'y a pas une phrase sans un mot latin, c'est-à-dire un mot français, du franco-latin. Donc là, il faut jouer là-dessus, j'en ai déjà parlé, mais je le répète encore une fois. Et là, ma prestation, elle est venue justement de ce film sur, les relations, sur ce fameux match de football, plus ou moins imaginaire d'ailleurs, mais ce mot dit Alirten, je trouve ça vraiment extraordinaire.